amicales aux confrères présents également, que ce soit Edu Clever et Belin sur ce temps de présentation. Alors, ça va être en 2 temps pour Edu Malin. Je vais vous faire un petit contexte en 2-3 minutes. Et puis, on va après regarder l'outil tel qu'il existe, avec l'idée que les questions, vous pouvez vraiment les poser dans le chat en cours de présentation, et que dans la mesure de mes capacités de présentation et de lecture simultanée, je tâcherai d'y répondre ou après sur le petit temps prévu. Donc, partage d'écran, on va y aller. Vous avez, voilà, c'est pas du tout ça, c'est ici. On va avoir ici une première slide pour vous expliquer un peu le contexte, ce qu'est Edu-Malin. Hop, je vais enlever ça. Et vous parler encore une fois dans le cadre, hop, voilà, de cette problématique, de cette problématique de l'accompagnement personnalisé et de la personnalisation des apprentissages. Nous, Edu-Malin, on s'est intéressé à un temps, on a 3 mots-clés qui structurent notre produit, notre plateforme. C'est expliciter, guider et suivre. Alors, expliciter, guider et suivre, pourquoi ces 3 mots? Tout simplement parce qu'on s'est intéressé à un temps qui nous paraît fondamental, c'est le temps de travail personnel des élèves. C'est-à-dire ce temps où, grosso modo, le prérequis, c'est que les élèves soient suffisamment autonomes, consolidés sur les compétences et connaissances qui sont vues en cours dans toutes les disciplines, pour fournir un travail sans la présence directe de l'enseignant. On sait que c'est un temps déterminant de la réussite. On sait aussi souvent que c'est un temps qui est quand même, dont l'efficacité est très très liée aux origines socioculturelles des élèves, et c'est un temps aussi qui fait appel aux compétences de l'apprendre à apprendre. En un mot, c'est très bien d'avoir une leçon, d'avoir la leçon d'histoire ou de maths. En un mot, c'est encore mieux d'avoir la leçon et de savoir comment l'apprendre. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre proposition, qui résonne avec ce qu'est l'accompagnement personnalisé. Alors, je ne vais pas me cantonner seulement à l'accompagnement personnalisé, qui est effectivement cette déclinaison des temps de consolidation en lycée professionnel, en lycée général et technologique. On a devoirs faits et des temps d'AP sur le collège, on a des APC en primaire, et donc c'est un peu tous ces temps-là où on appelle effectivement les compétences de travail autonome. Et nous, l'idée, ça a été de se dire que pour ces temps si spécifiques, par rapport aux difficultés, en l'occurrence, et souvent procédurales et méthodologiques des élèves, eh ben, on avait besoin de créer des supports qui étaient différents, des supports qui étaient explicites, donc c'est mon premier mot, et surtout explicites parce qu'ils combinent 2 choses. Ils combinent une activité, ce qu'on a appelé le quoi, et une méthodologie, une procédure, ce qu'on a appelé le comment. Et c'est bien cette combinaison des 2 au moment où l'élève travaille qui peut lui permettre de faire son travail, et en particulier pour les plus fragiles ou en début de séance quand les notions sont nouvelles, etc., etc. Et ne pas mettre les élèves dans des situations finalement où ce temps de travail personnel, il devient vraiment délicat parce qu'il est trop complexe, ou il est un petit peu trop décalé par rapport au niveau réel et à la stabilité des connaissances et compétences. Ici, un zoom sur certaines bibliothèques de parcours qui sont prêtes à l'usage, qui sont éditables également. En filière GT, on a des maths et du français. Grosso modo, on a une grosse colonne vertébrale maths-français qui part du CM1, CM1, CM2, donc cycle 3, après 6e, fin de 6e, tout le collège, la SECPA, la filière pro, CAP Bac Pro, et en Bac Pro, on en a un petit peu plus, puisqu'on a aussi des sciences, de l'histoire géo et de la PSE, avec l'idée que nos élèves sont accueillis par un petit chatbot, un assistant pédagogique virtuel, qui va avoir 3 rôles: les engager, les guider, les corriger. Ben ouais, tout simplement parce qu'on est là sur 3 des 4 pieds de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Cette idée d'être engagé en termes d'engagement, d'activité, d'être actif. Cette idée d'être guidé, qui résonne avec la notion d'attention, puisque savoir focaliser son attention sur un point clé, c'est une variable de la réussite très forte. Et puis en termes de feedback, la correction, et c'est le rôle de notre chatbot. Voilà, je vous répète, si des choses vous interpellent dans la présentation, mettez une remarque dans le chat ou posez des questions. On va, juste avant d'aller sur l'outil, on va voir une vue qui résume, qui synthétise toute la philosophie. Le quoi, le comment, on est ici sur un exemple en maths, mais on pourrait avoir du français CM1, ce serait pareil, et on pourrait avoir de l'analyse littéraire en seconde générale technologique, ce serait pareil. À gauche, on a le quoi, là en l'occurrence c'est une leçon de maths sur les fractions, addition, soustraction et de fractions, donc ça c'est ce qu'il y a à savoir.
C'est bien de l'avoir, encore une fois, mais nous, on estime que pour qu'un élève puisse réellement construire sa capacité à apprendre et ses compétences relatives à l'autonomie, il faut qu'il ait un guide, un fil d'Ariane, qui est représenté par Aiko ici, qui va le guider comme le ferait un expert. Un expert en maths, il va regarder ça, il va voir très vite ce qu'est le titre et ça va faire appel à lui, à des connaissances déjà parfaitement stabilisées et utilisables dans les activités. Donc voilà pour cette vue et présentation, contexte général. Je vais passer maintenant dans le vif du sujet, sur la plateforme. Allons-y. Donc, voilà. Nous accédons directement ici sur un tableau de bord de professeur. Donc, gardons à l'esprit expliciter, guider, suivre, parce que c'est encore une fois ces trois mots qui ont vraiment piloté nos réflexions sur la construction. Et je vais aller directement dans la banque de ressources. Alors, l'idée fondamentale aussi, c'est que à l'heure actuelle, Edumalin, c'est accessible dans le GAR, donc le gestionnaire d'accès des ressources du ministère, avec donc tout ce qui est clean en termes de protection des données et usage des données des utilisateurs, et ça c'est important. Média Centre du GAR qu'on retrouve dans les EMT sur la plupart du territoire. Donc pour expliciter un peu cette notion de guidage, qui est un maître mot chez nous, je vais aller sur un contenu en 6e, mathématiques. Donc déjà, voilà, par exemple, voilà les objets d'enseignement qu'on a traités en mathématiques 6e, donc c'est assez exhaustif dans le cadre des domaines de compétences visés, gestion des données, calcul numérique, etc. Et on l'a traité, voilà, nous on s'est rapproché des objets d'enseignement, donc je vais prendre les airs. Et voilà un premier niveau, un premier parti pris qui est vraiment de l'ordre de l'accompagnement, accompagner, cheminer avec. C'est vraiment cette idée de prendre la main de l'apprenant pour lui permettre de construire ce qu'on essaie de lui apprendre. On a effectivement un premier module ici, le complet, qui combine, donc ça c'est vraiment le parcours complet, qui combine 3 modules, et ça c'est un pattern systématique. C'est-à-dire qu'on aurait un chapitre de français de notre niveau, ce serait pareil, on aurait un chapitre de PSE en filière pro, ce serait pareil. Donc ça c'est vraiment notre identité, et qui combine 3 choses. Un module mémorisé qui associe ce qu'il faut savoir sur les airs, et ce qu'il faut savoir, c'est fait par des auteurs qui sont des collègues des collègues PE, des collègues de collège, des collègues PLP en lycée pro, des collègues en lycée général et technologique, qui nous ont dit, ben voilà, sur ce chapitre-là, je pense que c'est ça qu'il faut savoir. Donc, les airs avec un guidage pour le mémoriser, pour ne pas laisser l'élève seul face à la consigne, apprends ta leçon. Il arrive, me semble-t-il, dans la scolarité, qu'on mette sur les bulletins « Apprenez davantage vos leçons, concentrez-vous davantage ». Le constat, il est très clair. Maintenant, il faut savoir comment faire, et c'est vraiment nous sur quoi on s'est penché, sur ce comment. Le deuxième module de chaque parcours, c'est une tâche guidée. Ça aussi, c'est assez spécifique, et je vais aller dessus juste après. C'est l'idée qu'on a pris une situation de référence, une tâche complète, une situation de référence qu'on va retrouver dans beaucoup d'évaluations sur les airs en 6e en France et en Navarre, dont on a complètement explicité le raisonnement. Et je vais zoomer après. Dernier module plus classique, quoique très intéressant, module QCM, 8 à 10 questions qui nous paraissent importantes sur ce chapitre, qu'on peut utiliser soit en diagnostic, soit en ancrage mémoriel, c'est-à-dire qu'on sait maintenant l'effet test, que plus on répond à des questions, et plus on se questionne, et plus on fait l'effort de répondre à des questions, mieux on mémorise. Voilà. L'intérêt aussi, c'est que tous ces modules sont entièrement utilisables tels quels, si ça plaît au professeur, et éditables, c'est-à-dire personnalisables par les professeurs eux-mêmes. Donc maintenant, plongeons un peu dans ce module tâche guidée. Je vais me mettre en mode test. En tant qu'enseignant, je peux tester tous les modules. Je suis accueilli par ICO, bienvenue. Voilà le parcours R tâche guidée. Et c'est parti pour vraiment essayer d'être encore plus précis et concret sur cette notion de guidage. Toujours la même philosophie, hein, on a essayé de rester fidèle à nous-mêmes. À gauche, le quoi, c'est l'activité, et à droite, le comment, avec Aiko et les étapes ici du guidage. Concrètement, calcule l'aire totale de la figure suivante. Exercice classique, en apparence assez simple, et qui recèle en définitive une part d'implicite colossale. En effet, pour répondre à cette question, il faut qu'un élève, 1, sache à peu près ce qu'est une aire, 2, qui retrouve que A, B, E, F, D, ça n'est pas un polygone régulier, 3, que c'est composé de rectangles et de triangles, 4, qu'il se souvienne, cet élève, que pour calculer l'aire d'un rectangle, il y a une formule, et 5, qu'il y ait une formule théorique aussi pour les triangles.
6 et 7 qui substituent les valeurs numériques à chacune des formules de calcul pour calculer l'aire du rectangle et des triangles. 8 et 9 qui additionnent tout ça pour conclure et répondre à la question. Je l'ai fait très rapidement, mais les 8 ou 9 étapes implicitement liées à la résolution de cette tâche, ce sont les étapes qu'Aiko va dérouler à l'apprenant. Il va les dérouler à l'apprenant avec 2 objectifs, le guider, bien évidemment, en vraiment un guidage pas à pas, c'est-à-dire que entre 2 individus, un fait face à un mur lisse et un fait face à un mur strictement de la même hauteur, mais avec des petits crans qui lui permettent de monter, je pense que celui qui a les petits crans pour monter va y arriver plus facilement. C'est exactement ce sur quoi on s'est penché. Et on parlait tout à l'heure du feedback. Là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est à chaque mini-étape de la résolution, Aiko va proposer un retour de type évaluatif, c'est bon, c'est pas bon, voilà la bonne réponse, et de type qualitatif. Et ça, c'est hyper important aussi pour que l'élève, en temps réel, identifie ses erreurs, parce que nous, notre parti pris vis-à-vis de l'erreur, ça n'est pas de la masquer, au contraire, c'est de l'objectiver pour la dépasser. Et ça nous paraît fondamental dans le processus d'apprentissage, de se dire que l'erreur est consubstantielle de ce processus et que donc l'identifier pour la dépasser, c'est une véritable compétence. C'est une véritable compétence qui a construit notre modèle. Et puis voilà, je ne vais pas dérouler toutes les réponses. Les activités, les étapes ensuite peuvent être de forme QCM comme ici, elles peuvent être sous forme de texte à trous, elles peuvent être de type saisie libre, etc. etc. Mais vous avez donc les 2 grands premiers termes, expliciter l'idée. Donc l'explicitation, ça passe par la combinaison du quoi et du comment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque module, chaque parcours est affectable tel quel. Il est modifiable par les professeurs et les professeurs ont également un outil de création, voilà, une forge à contenu, from scratch, tout à fait, encore une fois, cohérente avec l'état d'esprit. Donc ça, c'est l'explicitation. On vient de le voir, ça arrive sur le deuxième mot qui est le guidage. Ouais, un élève qui a une ressource et du malin sous les yeux, il est étayé, il est guidé dans sa réflexion. Ça nous paraît être extrêmement important d'avoir cet étayage de la réflexion tout en ayant la mesure des résultats, et donc pas juste sur l'identification du résultat. Il a bon, il a juste, il a bon 70%. Et puis le troisième mot, c'est le suivi. Vous imaginez bien que chaque clic de l'élève à chaque étape va générer des données qu'on va être en mesure d'analyser. Et là, effectivement, dans le suivi des élèves, l'objectif, la grande finalité de ces choses-là, c'est de donner aux pédagogues, et là, nous, on assume le fait que c'est à ce moment-là qu'on redonne les informations, qu'on fait remonter les informations au pédagogue, parce que c'est lui qui va avoir des choix éclairés à la lumière de ces données, et c'est parce qu'il connaît son contexte d'enseignement, parce qu'il connaît sa discipline, parce qu'il connaît ses élèves et leurs difficultés. Donc, premier niveau, ici, un niveau assez macroscopique. Hein. On a une classe, il y a 8 élèves. On voit que, grosso modo, tous les travaux ont été rendus. On voit que c'est plutôt un bon niveau de réussite globale, à 80%, et on voit qu'ils passent 41 minutes par travail, par module, ce qui peut interroger si, par exemple, un soir, ils ont 3 modules à faire, ça fait 3 fois 41, ça fait 123 minutes, ça fait beaucoup. Donc, en équipe, ça peut être très intéressant d'avoir accès à ces données de structuration du processus du travail personnel pour mieux accompagner et mieux personnaliser l'accompagnement des élèves. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un niveau relativement classique en classe et par élève. Donc là, ici, des statistiques classiques. Voilà une élève qui a fait 14 travaux. Elle est à 78% de réussite. Elle y va passer tant de temps par module et tant de temps cumulé. Ça, c'est une photographie tout à fait habituelle et classique et qui permet, au niveau quantitatif, de mesurer les investissements respectifs. C'est très bien aussi. Et surtout, vous le voyez, ça ne prend pas de temps, c'est le système qui fait tout. Hein, le système, si un prof il a vraiment envie de gagner du temps, il prend un module du malin, ça lui a pris 1 minute pour l'envoyer. Les élèves font leur travail et ça dure le temps que ça doit durer. Et ensuite, en 10 secondes, j'ai accès à ces données-là. Là où on va revenir sur quelque chose qui nous est très spécifique, c'est sur cette idée ensuite d'identification des difficultés. Parce que c'est très bien de savoir, je suis donc passé sur l'écran d'une élève, c'est très bien de savoir que cet élève a fait le parcours sur les fonctions affines, ça c'est du programme de seconde pro de mémoire en maths. C'est très bien de savoir qu'elle est à 71% de réussite et qu'elle y a passé 1 heure, mais ça ne nous dit pas grand-chose des difficultés réelles, ça ne nous dit pas grand-chose des obstacles d'apprentissage qui ont été rencontrés et dépassés ou pas dépassés d'ailleurs. Et donc c'est là qu'on va avoir accès à des données
à des données intéressantes. Je suis ici sur la fiche travail de l'élève, je peux laisser un commentaire soit en visuel, soit en sonore. Et là, effectivement, vous avez sous vos yeux l'intégralité, vraiment la vision microscopique de chaque réponse à chaque étape de l'élève. Donc là, sur le mémorisé, la leçon fonction affine plus le guidage, elle y a passé 28 minutes. Pas besoin d'être prof de maths, hein. Ici on voit un peu de rouge alors que tout est vert. Ok, on voit, ici c'est une erreur orthographique, c'est pas notionnel, pas de problème. J'enchaîne sur la tâche guidée, donc le module de raisonnement accompagné. 25 minutes, et là ça rougit un peu, hein, quand même. Et surtout, on peut voir qu'avec les mesures temps, l'élève met entre 1 et 3 minutes pour répondre à ces étapes, alors que là, il a mis 13 minutes pour vraiment ne pas y arriver. C'est sur le calcul du coefficient directeur en maths. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Oui, 5 minutes. 5 minutes, ok, ben je vais finir là-dessus. Donc là, on se rend bien compte, si on interprète un peu ce qui s'est passé, on parlait de personnalisation tout à l'heure. Là, on peut clairement imaginer l'élève face à sa tâche, un peu abasourdi, un peu qui a passé beaucoup de temps pour répondre complètement à côté. Donc si elle a besoin de l'enseignant, c'est à cet endroit-là. Je vais donc pouvoir cliquer pour lui laisser un commentaire spécifique à la zone dans laquelle elle a été en difficulté. Et ça donne une typologie de remédiation ultra individualisée et ultra adaptée à la difficulté réelle de l'élève. Et nous, on trouve que c'est une combinaison données, informatique, numérique, intervention humaine extrêmement féconde dans une certaine mesure. Donc voilà un petit peu ce que vous proposez du malin. Vous avez ensuite des dernières visualisations où on a les choses par classe, etc., mais qui sont à peu près du même ressort. Donc pour résumer, pour synthétiser du malin, ce qu'on vous propose, c'est là-dessus. C'est clairement un outil qui est pensé pour des enjeux de la personnalisation et de l'accompagnement personnalisé, de l'individualisation, du CM1 jusqu'à la fin du bac pro et la seconde LGT en passant par le collège, en explicitant et combinant le quoi et le comment, en ayant un objet, un chatbot AICO qui va travailler sur des fondements de l'apprentissage que sont la focalisation de l'attention, l'engagement actif et les rétroactions. Pour le professeur, un accès à des données qui sont non seulement des données de résultats, je sais que mes élèves atteignent tel niveau, mais aussi et surtout des données de procédure. Je sais qu'au moment où ils ont réfléchi, il s'est passé ça, c'est le point ici, pour, in fine, rentrer dans une ère où on est capable d'objectiver et de mesurer des compétences fondamentales dont on parle beaucoup, hein, l'autonomie, persévérance, l'engagement, etc., mais qui sont parfois difficilement quantifiables et palpables, et notre système le permet au moins en partie. Voilà pour cette présentation des du malin, et si vous avez des questions dans le chat, bien évidemment, et j'y répondrai dans la mesure du possible, avec plaisir. Merci pour votre attention. Olivier, votre micro n'est pas branché. Oui, non, mais ça m'arrive à chaque fois. Je pense que je vais y arriver, mais donc je vais laisser le temps aux personnes de poser leurs questions. Moi, j'en ai une sur le GAR. Vous êtes compatible GAR? Oui. D'accord. Ah oui, l'accès à EduMalin se fait par le GAR. Ok. On le fait un peu par certaines ONT aussi, mais c'est GAR. Oui, tout à fait. C'est un élément important. Ma deuxième question, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai loupé dans votre présentation, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est EduMalin qui choisit les leçons à pousser? Enfin, est-ce que c'est la plateforme qui peut automatiquement choisir les leçons à pousser? Et ou est-ce que c'est l'enseignant qui choisit les leçons à pousser par rapport aux difficultés que peut avoir l'élève? Ou aux réussites aussi? Absolument. Non, à l'heure actuelle, il y a deux voies d'accès au travail pour un élève. Soit l'élève, lui, de manière autonome, va piocher dans la bibliothèque de ressources, et c'est quand même 30 à 40% de nos usages. C'est-à-dire qu'il y a un choix déterminé de l'élève. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce que la notion d'autodétermination, c'est un des deux piliers de la motivation, à côté du sentiment de compétence. Donc ça, c'est hyper important de donner un choix à l'élève d'entrer sur une surface de travail qu'il souhaite. La deuxième procédure, c'est une procédure de l'humain, donc du prof, qui va affecter un module, un parcours à un individu, un groupe, une classe. Mais il n'y a pas à l'heure actuelle de moteur de recommandation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, adapté au niveau de l'élève. Non pas que ça ne nous intéresse pas, mais ce n'est pas encore prêt. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Baptiste, Mathilde, Nathalie, Pauline, Tariq ou Julien?
Je vous laisse quelques instants pour poser vos questions si vous en avez. Alors François, je crois que vous avez une obligation qui vient derrière ce webinaire, donc je crois que vous allez devoir nous quitter. Dans quelques minutes, oui, tout à fait. À regret. Voilà, en tout cas, la présentation que vous avez faite, nous l'avons et du coup, on pourra la renvoyer aux participants et on pourra l'envoyer également à la vingtaine d'inscrits qui ne sont pas là. Comme ça, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire pourront avoir les éléments pour aller un peu plus loin et pourront soit nous contacter directement, soit vous contacter pour avoir de plus en plus d'informations. Donc, merci beaucoup, François, de vous être prêté à cet exercice. Merci, Olivier, avec plaisir. Je vous en prie. Et du coup, je vais passer la parole à Jean Baillet, qui va nous présenter, excusez-moi, ma minuterie vient de sonner, pardon. Donc, il va nous présenter Enseigno, sauf erreur. Et ensuite, Gabriel finira la présentation. Donc, Jean, je vous passe la parole pour 15 minutes. C'est parti. Merci Olivier, merci de votre accueil et de l'organisation de ce webinaire. Bienvenue à tous. Donc vous présentez la solution d'accompagnement personnalisé et de personnalisation des apprentissages proposés par EduClever, la plateforme Enseigno. En 2 mots, EduClever, on est présent sur ce marché du numérique éducatif depuis bientôt 21 ans, avec un service grand public que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle Maxicours et qui est le fruit donc de la rencontre d'un travail d'éditeur de notre fondateur Benjamin Magnard, éditeur scolaire bien connu, et du monde du numérique, donc Maxicours, première plateforme de soutien scolaire en ligne, et qui en 2007 a connu un développement parallèle, un fork comme on pourrait dire, au travers de la plateforme Enseigno, qui est en fait la mise à disposition du contenu éditorial proposé par EduClever auprès des enseignants et de leurs élèves, avec une plateforme de service qui vise justement à renforcer le rôle d'interaction et de personnalisation et d'individualisation que l'enseignant exerce auprès de ses élèves grâce au numérique. Donc c'est cette plateforme qui, bien sûr, au fil du temps et des usages dans de multiples établissements scolaires et établissements a évolué et a permis de connaître différentes versions. Sont aujourd'hui les enseignants qui font notamment grandement évoluer ce service et cette plateforme. Plateforme que je vais commencer par vous présenter depuis l'interface élève, si vous le voulez bien. Puisque au sein de cette interface et de cet espace élève, on va retrouver pour l'élève une capacité bien sûr à travailler en autonomie. Alors au travers d'un catalogue de matières, et pour rappel, EduClever au travers de la plateforme Enseigno propose des contenus qui aujourd'hui vont du CP à la terminale dans plus d'une trentaine de matières. Ça représente un corpus pédagogique de plus de 20 000 fiches de cours, 100 000 exercices interactifs et 4 000 vidéos. Voilà, il y a une actualisation de ce contenu qui se fait au travers de notre travail d'éditeur. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 enseignants auteurs qui collaborent à l'enrichissement de ce fonds documentaire, encadré par nos équipes éditoriales spécialisées par niveau et par matière. En tant qu'élève, donc, je vais bénéficier, selon l'abonnement auquel aura souscrit mon établissement, à un catalogue de ressources curriculaires en général. Donc, les élèves de lycée vont retrouver le fond de seconde ou de fond des filières générales ou technologiques. Les élèves de collège, les fonds liés au cycle 3, cycle 4. Bon, voilà, c'est une approche possible. Et puis, à l'intérieur de ce catalogue, je vais retrouver en tant qu'élève les matières qui me sont ouvertes et disponibles. Et puis, je peux partir en exploration de ce fonds documentaire, choisir une matière, le fil d'Ariane va me guider, et me permettre sur un chapitre, une leçon, de choisir de me tester à l'aide d'une série de quiz. Façon un petit peu test de positionnement, on va faire en fait un test de connaissances qui va nous permettre de nous positionner sur les éléments que l'on maîtrise et que l'on connaît. Au regard de ce test réalisé à partir des exercices sous forme de quiz présents dans le fond documentaire, on va avoir ici un coach virtuel
qui va, au regard des résultats de ce test, être en capacité de nous proposer un certain nombre d'activités connexes au domaine que l'on a exploré. Et de fait, quand je regarde ici les activités terminées par Karine, je vois que Karine a travaillé sur des quiz liés au repérage dans l'espace et donc la géométrie, et au fur et à mesure de ces tests, a pu se voir proposer des parcours dits de remédiation ou d'exploration plus poussée en fonction de son degré de réussite. Le coach sera donc là pour, en tout état de cause, lorsque l'élève travaille en autonomie, lui proposer des activités liées à son historique de travail et aux réussites que l'élève a pu avoir aux exercices, en lui proposant systématiquement une activité en lien avec ce qui a déjà été réalisé. Ici, par exemple, j'ai démarré un parcours sur les verbes, je n'ai pas terminé ce parcours, je peux le reprendre et revenir dans ma séquence de travail, retrouver les éléments de cours et les éléments de questionnement qui sont associés à la notion que j'avais travaillée. Toujours depuis l'espace élève, le coach tiendra compte également des éléments connexes présents sur l'élément parcours ici, et je vois que j'ai une zone parcours à faire sur lequel je peux à la fois retrouver évidemment les activités que je me suis auto-prescrites, mais également les activités qu'un enseignant a pu m'adresser et me proposer de réaliser. Enfin, pour inciter l'élève et l'encourager dans son travail, on aura ici un système de gamification qui, au fur et à mesure des niveaux franchis, donc niveaux qui n'ont pas de palier limité, c'est une progression logique, me permettent d'acquérir des points, des bonus d'assiduité, et je vais recevoir des badges d'encouragement au fur et à mesure de mes activités. Sur cet espace élève, j'ai également bien sûr la capacité à utiliser tout simplement un moteur de recherche et à partir d'un mot-clé, de pouvoir retrouver l'ensemble des ressources qui me sont présentes dans le fond documentaire avec leurs différentes typologies de ressources de type formative, les fiches de cours, les vidéos interactives, et les exercices avec toutes les variantes d'exercices, évidemment des quiz, mais également des textes à trous, des exercices de complétion, des problèmes pas à pas où on m'explique au fur et à mesure la guidance et la réalisation dans des problèmes, des exercices matriciels, bref, une très grande variation d'exercices présente dans le fond documentaire. Évidemment, ce qui nous intéresse également dans la personnalisation et l'individualisation, c'est de donner la capacité à l'enseignant d'être aussi très guidant ou observateur selon la posture qu'il va vouloir prendre vis-à-vis du travail réalisé dans l'élève. Donc là, je viens de passer sur l'espace enseignant, et au sein de cet espace enseignant, bien sûr, je vais retrouver la liste des classes ou des groupes dont j'ai la responsabilité, classe ou groupe à partir desquels je vais retrouver les élèves qui composent ce groupe, élèves qui ont pu personnaliser leurs avatars et donc soit afficher leur photo d'identité le cas échéant, comme l'a fait Karine par exemple, et retrouver ici, en passant d'un élève à un autre, l'historique de ce que l'élève a pu faire avec la plateforme. Donc j'ai déjà une première vision qui est une vision de l'activité globale de l'élève. À partir de cette activité globale de l'élève, je vais pouvoir descendre un petit peu plus dans le détail et le profil de l'élève pour retrouver à la fois les activités que l'élève s'est auto-prescrit, donc ce qui me permet d'avoir un aperçu du travail personnel que l'élève réalise à travers de la plateforme, des domaines et thèmes qu'il aborde, des différentes matières. Chaque enseignant aura une vue transverse, donc pourra voir à la fois l'ensemble des matières travaillées par l'élève et pas uniquement sa propre matière. Dans le cas des accompagnements personnalisés en collège, ça prend tout son sens, bien entendu. Et pour avoir également les parcours prescrits, qu'il a lui-même prescrits ou que d'autres collègues ont prescrits. À l'intérieur de chaque activité, on a la possibilité, bien sûr, de descendre en détail à l'intérieur de cette activité et de découvrir de manière plus générale le temps de réalisation, les compétences travaillées, le pourcentage d'avancement, et de visualiser les résultats de l'élève avec le résultat avant remédiation si l'activité a donné lieu à une activité de remédiation de la part de la plateforme, ou sans remédiation si l'élève n'a pas encore commencé son activité de remédiation. Ainsi, on a bien une photo
et la capacité pour l'enseignant de mesurer le point de départ de l'élève sur une thématique et un point de programme donné, et le point d'arrivée lorsqu'il a, le cas échéant, fait appel à des activités de remédiation. En dehors de cette vue globale d'une classe et d'un profil d'élève particulier, qui globalise ici à la fois le travail personnel de l'élève, le travail complet de l'élève dans toutes les matières, on va bien sûr avoir la capacité d'influer sur le travail de l'élève si on le souhaite, et de lui adresser un certain nombre d'activités, soit en remédiation, soit en approfondissement, à partir du catalogue de ressources présent et proposé par EduClever. Alors, ce catalogue de ressources côté enseignant, il va être un petit peu plus large que la vision que peut en avoir l'élève, puisque notre parti pris côté enseignant, c'est d'ouvrir la totalité du fonds documentaire à l'enseignant. Donc, l'enseignant va pouvoir à la fois aller se servir dans le catalogue de ressources selon ses intentions pédagogiques, soit pour faire de la remédiation, soit pour faire de l'approfondissement, pourquoi pas de la classe inversée. Ici, toutes les postures pédagogiques vont être possibles à travers du catalogue. Je vais pouvoir explorer ce catalogue de deux manières, soit à l'aide de filtres qui vont me permettre de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus précisément ma matière, par exemple en anglais, avec un niveau de classe bien particulier, et puis à partir de cette première sélection, d'aller visualiser ce que me propose le fonds documentaire. Et là, je vais pouvoir retrouver bien sûr les ressources sous forme granulaire, ressources formatives, les exercices qui peuvent être proposés, ou alors aborder les choses sous forme de parcours notionnel, c'est-à-dire réellement de parcours qui prennent une notion clé en main et qui vont nous permettre d'aborder celle-ci de manière détaillée. La navigation, quelle que soit la matière, sera proposée de la même manière. Je vais pouvoir descendre sur une matière donnée et en fonction de la matière dans laquelle je me trouve, retrouver les filtres posés et aborder la notion qui m'intéresse. Alors, ces fameux parcours notionnels, ils vont nous permettre, lorsqu'on rentre dans le détail d'un parcours notionnel, finalement de prendre un point de programme et d'avoir la capacité de pousser le programme, donc le parcours notionnel en question, vers un élève, un groupe d'élèves, une classe complète, selon l'approche que j'ai, bien entendu, de la problématique de mes élèves et de mes intentions pédagogiques. Le parcours notionnel sera toujours structuré avec une ressource formative, puis ensuite un certain nombre d'exercices qui vont à la fois permettre de tester les connaissances et ce qu'a retenu l'élève de la capsule formative, puis ensuite des exercices d'application qui vont être présents à l'intérieur de ce parcours. En lien avec cette notion, je vais donc pouvoir tout simplement décider d'adresser mon parcours, retrouver bien sûr à l'intérieur de ce parcours notionnel proposé clé en main l'ensemble des exercices qui sont proposés. J'ai à ce moment-là la main sur ce parcours prééditorialisé, avec la possibilité, bien sûr, de consulter chacune des ressources, d'en supprimer le cas échéant, voire d'en ajouter d'autres en allant me servir au sein du catalogue présent et d'aller plutôt rechercher ensuite sur un mot-clé, sur une notion, parce que j'ai décidé d'enrichir le parcours avec d'autres éléments, et bien tout simplement d'aller rechercher des grains cette fois-ci, une fiche de cours, un exercice en plus, et de les associer au parcours que j'avais déjà construit par ailleurs, tout en allant ajouter cette ressource à l'intérieur de mon parcours. L'ensemble de ces ressources, qui sont ici donc associées à des notions, vont nous permettre aussi de décider ou pas si à l'issue du parcours réalisé par un élève ou par un groupe d'élèves, je souhaite que la plateforme pousse automatiquement des activités de remédiation aux élèves en question. Auquel cas, je vais fixer le seuil de remédiation sur chaque compétence en disant je souhaite que l'approche et la remédiation se déclenchent si le taux de succès est inférieur à X% sur chacun des items, et auquel cas la plateforme sera en capacité d'activer une remédiation automatique. Dès lors que je nomme ce parcours et cette activité, je peux l'enregistrer et passer à l'envoi aux élèves de mon choix, de sorte à leur adresser l'activité. Le fait d'adresser l'activité aux élèves en question nous permettra derrière, bien sûr, de disposer cette fois-ci pour un point de programme bien précis, pour
une activité bien précise, d'un outil de suivi qui va nous permettre de rentrer dans le détail de l'avancement du parcours proposé à un élève, un groupe d'élèves, une classe complète, et d'avoir l'approche de ce suivi de parcours par bloc de compétences ou par ressources. Donc, je vais avoir ici une visualisation évidemment de chaque exercice qui est contenu dans le parcours proposé, pouvoir visualiser bien sûr la réponse que chaque élève a apportée à l'exercice et de la noter le cas échéant, mais d'avoir également une vue par bloc de compétences et surtout quand un parcours renferme plusieurs connaissances et compétences à l'intérieur du même parcours, et la possibilité cette fois-ci de visualiser les résultats avant ou après remédiation pour la classe et pour un élève selon le nombre d'élèves contenus à l'intérieur du parcours. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Enfin, l'ensemble de ces parcours qui sont présents ici, je pourrais bien sûr, une fois que je les ai constitués, évidemment conserver l'historique et revenir dessous à tout moment pour suivre ce qu'il contient, mais également la possibilité à un moment ou à un autre de le dupliquer pour le réutiliser. Donc lorsque je personnalise des parcours, lorsque je les adapte, lorsque je les mets à ma main, je les conserve et j'ai la capacité de les réutiliser autant de fois que je le veux, vers autant d'élèves que je le souhaite. Par ailleurs, et puisque la personnalisation consiste ensuite aussi à proposer, à faire une proposition éditoriale aux enseignants, on va leur permettre, bien entendu, d'enrichir ce catalogue de ressources. On a vu que sur des parcours clés en main, l'enseignant peut prendre le parcours, enlever des ressources, en ajouter, mais l'enseignant va également disposer d'un espace personnel dans lequel il va pouvoir créer autant de ressources de son choix qu'il le souhaite. On a aujourd'hui plus de 14 typologies de ressources différentes présentes à l'intérieur de l'éditeur clé en main, qui va nous permettre de créer des exercices, qui va nous permettre de proposer des supports de cours, qui va nous permettre d'aller chercher des ressources externes sur Internet sous forme de liens URL et de les intégrer à notre catalogue personnel. Et ce catalogue personnel qui va être présent ici va pouvoir bien sûr ensuite être annoté de sorte à rejoindre le corpus, la logique de corpus et de tri proposé dans le catalogue officiel EduClever. Alors, ça reste dans l'espace personnel de l'enseignant, ça ne trompe pas dans le fond commun EduClever, bien entendu. Hein, les deux environnements sont bien cloisonnés. Néanmoins, le fait de pouvoir classifier une ressource que l'on a créée et de la ranger dans un nœud de programme va permettre de la faire fonctionner conjointement avec les notions et les parcours notionnels déjà implantés dans le fond EduClever lorsque vous adressez une activité à un élève. Donc, le fait d'avoir indexé ces ressources va vous permettre aussi d'y associer des ressources de votre cru personnel aux ressources EduClever et d'enrichir des parcours proposés aux élèves et ajustés au plus près aux besoins des élèves et en fonction de vos intentions pédagogiques. Voilà pour la partie personnalisation des ressources par l'enseignant et un tour d'horizon global de ce que peut permettre la plateforme en termes de personnalisation, individualisation des apprentissages. Dernière précision, bien sûr, comme l'avait précisé tout à l'heure le collègue d'EduMalin, nous sommes interfacés avec l'ensemble des ENT du marché, nous sommes également compatibles GARE, et donc la plateforme est également totalement accessible via le GARE. Je crois que j'ai respecté le temps imparti, Olivier. Tout à fait, pas de souci. On a même une minute de gras, entre guillemets. Donc, très très bien, parfait. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas de questions parce que vous avez répondu à toutes les questions que je me posais. Donc, ça m'en bouche un coin quand même. Bravo. Je ne sais pas si les participants souhaitent poser des questions. Vous avez été quand même assez clair. Du coup, les ressources que l'enseignant quand même peut aller chercher, elles sont, enfin, vous les mettez à jour systématiquement de manière à peu près, j'allais pas dire quotidienne, mais ou hebdomadaire, mais enfin, tout au long de l'année, ce corpus est enrichi ou... Alors, il y a un enrichissement, il y a deux choses, deux formes de travail éditorial qui sont réalisées sur le catalogue.
D'une part, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution des programmes et des changements qui peuvent avoir lieu chaque année, on réactualise bien entendu le fonds documentaire avec l'actualisation des ressources et du fonds. Ça, c'est une première chose. Hein. Donc évidemment, là, on fait notre travail d'éditeur qui est vraiment une maintenance et un renouvellement du fonds documentaire d'une part. Et puis d'autre part, le travail de maintenance et de veille et d'enrichissement qui fait qu'on a une revisite régulière des exercices, des fiches de cours, des vidéos qui sont présentes dans notre fonds documentaire, et avec un remplacement, une réactualisation, un enrichissement supplémentaire, une complétion supplémentaire le cas échéant sur tel ou tel point de programme qui était peut-être moins richement doté à un moment donné, et puis on va pouvoir le renforcer. Donc en effet, il y a trimestriellement une maintenance réalisée sur le fond qui fait qu'il y a des nouveaux contenus qui sont publiés en dehors de tout changement de réforme ou d'actualisation du programme. Ok, très bien, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors bien entendu, hein, à la fin, à l'issue de ce webinaire, si vous avez des questions que vous avez oublié de poser, n'hésitez pas. Écoutez, merci en tout cas, merci Jean de cette présentation d'Enseignio. Donc là encore, hein, la présentation qu'a fait Jean et le document qu'il a présenté seront dans le document de synthèse qu'on enverra aux participants et aux inscrits. Donc merci de nouveau Jean. Et donc du coup maintenant, on en arrive à la troisième partie de ce webinaire. Et du coup, je vais laisser la parole à Gabriel Laroudy, qui va du coup nous présenter les solutions Belin Éducation de remédiation et d'accompagnement personnalisé. Je crois que centré sur PEPS, oui, voilà, c'est ça, si je ne m'abuse. Donc du coup, Gabriel, je vous laisse la main. Je ferai un peu comme les autres, je me fais gardien du temps et je vous laisse donc parler pour les 15 prochaines minutes. Ah, j'avais pas de micro, forcément ça n'aide pas. Dites-moi si vous voyez bien l'écran PEPS, du coup, c'est bon? Ça nous arrive à tous. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, bonjour, je suis Gabrielle Laroudy, je travaille chez Belin autour des produits numériques. Donc, je voulais vous parler de PEPS. Donc, PEPS, c'est une plateforme scolaire d'entraînement personnalisée qui permet de valider les acquis et de faire aussi de la remédiation. Donc, on est spécialisé dans les savoirs fondamentaux pour le cycle 3, donc à savoir en français et en maths, donc CM1, CM2 et 6e. Donc, la maîtrise des savoirs fondamentaux, donc autour de lire, d'écrire et de compter. Donc, ce que je vais vous montrer, donc je fais un petit résumé et après je vais vous montrer. On va pouvoir, enfin l'enseignant va avoir accès à une base de 1300 exercices en français et en maths, et il va pouvoir aller faire une assignation individuelle ou par groupe, choisir des exercices par niveau de difficulté, bénéficier aussi de modules complets d'évaluation scolaire ou sommative, scolaire, sommative ou diagnostic par compétences et par thème. Et également avoir accès à des évaluations cognitives, donc pour définir les profils cognitifs de chaque élève avec ses points forts et ses points faibles. Et bien sûr, il aura une vue de la progression de chaque élève ou chaque groupe d'élèves. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble la bibliothèque. Donc, la licence comprend le français et les maths à la fois, donc CM1, CM2, 6e. Moi, en tant qu'enseignant, avant d'aller affecter mes exercices, je vais pouvoir les tester. Donc, je vais aller choisir, donc sur mon menu de gauche, j'ai tous mes filtres possibles. Donc la discipline, le niveau. Donc par exemple, je vais aller prendre des exercices de français. Je vois qu'à chaque fois que je fais un filtre, j'ai le nombre d'exercices qui s'actualise. Donc là, j'ai 613 exercices en français. Je vais prendre un niveau CM1, choisir mon niveau de difficulté, moyen par exemple. J'ai la possibilité de choisir aussi les domaines du socle, le type d'exercice. Et après, d'aller plus profondément, donc pour le français, soit sur les connaissances, l'étude de la langue ou des notions. Donc vraiment de pouvoir aller sur un filtre très poussé pour choisir l'exercice que je souhaite. Et si jamais on est perdu au niveau des filtres, on va pouvoir tout désélectionner d'un coup et revenir tout au début. Donc voilà, ça, je vais avoir en français. Excusez-moi, je reviens. Je vais aller sur les maths pour vous montrer. Et là, on va pouvoir avoir les mêmes filtres et ensuite les connaissances en maths, nombre et calcul et les notions mathématiques. Donc, à chaque fois, la liste d'exercices s'actualise sur l'écran sur la droite. Je vais avoir à chaque fois une indexation de cet exercice.
Donc, pour me rappeler exactement voilà, les domaines, la progressivité, le niveau, les notions, je vais pouvoir aller soit les mettre en favori, ce qui me permet après de retrouver facilement des exercices sans avoir à refaire mes filtres. Et bien sûr, je vais pouvoir les tester. Ah, excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Pour les tester, il faut cliquer dessus. Donc là, c'est la vue enseignant. Je vais, donc là, excusez-moi, sur cet exercice-là, vous pouvez voir donc, on est sur du calcul qu'il faut à chaque fois ajouter 100. On va avoir 5 questions sur cet exercice et toujours une petite main là. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a toujours 3 essais possibles au niveau de l'élève. Donc, mettons, je mets n'importe quoi. Je vais aller cliquer sur vérifier. On me dit non, attention, il reste encore 2 essais. Donc là, a priori, je n'ai pas réussi. On va toujours pouvoir aller voir une petite astuce avant d'aller vérifier sa réponse. Et voilà, on vérifie 3 fois et là, on va avoir la réponse qui va s'afficher. Donc, on peut tester tous les exercices comme ça. Donc, je vais vous montrer, par exemple, un exercice en français. Donc, en cliquant dessus, on va voir. Alors là, c'est la vue prof. La vue élève, c'est toujours être en plein écran. Donc, on va avoir des cliquets déposés, des textes à trous, des QCM, toutes sortes d'exercices interactifs. Et l'intérêt, c'est qu'ils vont être à 80% autocorrigés. Le reste étant des exercices où l'élève peut compléter par lui-même. Donc voilà, au niveau des exercices, on a aussi un moteur de recherche, si besoin, quand on les cherche. Et donc là, vous avez la base d'exercice et la base des évaluations scolaires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, soit le prof construit un parcours à partir de tous les exercices qu'il souhaite prendre, soit il prend une évaluation qui est déjà toute prête. Donc, par exemple, voilà, du français CM1 en évaluation diagnostique, une durée estimée de 40 minutes qu'il va pouvoir aussi prévisualiser, donc tester en entier s'il le souhaite. Donc, une fois que j'ai choisi mes exercices, je vais aller cliquer sur le petit plus et ça s'affiche en haut à droite dans ma sélection. Je peux après bouger l'ordre, les repasser à favori, revérifier l'indexation ou les supprimer de ma sélection. Et lorsque je vais valider, j'arrive dans mon interface de création de séance. Donc, je vais aller remplir alors, on doit toujours remplir un titre et une description. C'est ce que verront les élèves pendant l'assignation. Vous pouvez également re-rentrer dans chaque exercice pour le revoir. Et alors, je vous montre ça c'est un petit peu plus poussé. On peut également ajouter du contenu. Alors, le contenu, ça va être soit je retourne dans ma bibliothèque pour retourner prendre un exercice qui existe déjà, soit j'importe un document personnel que je vais retrouver ensuite dans ma bibliothèque, où je peux aller créer, là c'est la version la plus poussée, un nouveau document ou un nouvel exercice. Donc, par exemple, je vais avoir la possibilité de créer sur mesure un document qui va être déjà pré-mis en page, on va dire. Je peux importer des vidéos, je peux importer des images. Et ensuite, lorsque je sauvegarde et que je retourne dans mon plan, la ressource va être intégrée parmi les autres exercices que j'ai déjà sélectionnés pour ma séance. Ensuite, je vais pouvoir aller publier ma séance. Et une fois que cette séance est publiée, je vais pouvoir soit revenir à ma bibliothèque, soit aller l'assigner à mes élèves. Alors moi, je vais cliquer pour l'instant sur « Revenir sur ma bibliothèque » pour vous montrer. Donc, bibliothèque, c'est toute la base d'exercice. Dans ma bibliothèque, c'est les séances que j'ai préparées. Ou alors, les exercices et documents que j'aurais créés par moi-même, ce que je vous ai montré il y a quelques secondes pendant la séance. On peut créer ces exercices personnalisés, enfin, exercices interactifs personnalisés, ou alors ces ressources. Donc, voilà toutes les séances qui existent. Et je vais pouvoir aller les assigner. Alors, lorsque je clique sur mes élèves, là, ça va être la vue, on va dire, informative des élèves qui sont déjà dans mon groupe. Ça, on ne peut pas toucher. C'est les informations qui remontent depuis Edulib, qui distribue nos produits numériques, et la création des groupes se fait de ce côté-là. Donc là, c'est pour information. Donc, je retourne dans ma bibliothèque. Je vais aller assigner, par exemple, cet exercice de français. Donc, je peux aller corriger mon titre et la consigne, choisir une date de début à rendre pour le 20, mettons, mais on peut toujours le consulter jusqu'au 25. Un type de séance, donc entraînement ou évaluation. Alors, entraînement, l'élève va pouvoir revenir autant de fois qu'il le souhaite sur l'exercice. Évaluation, ça va être voilà, un exercice en une fois que ça sera validé, il ne pourra pas y retourner.
Et au niveau de la personnalisation, je vais pouvoir aller choisir soit ma classe, soit certains élèves dans ma classe. Ce qui permet vraiment d'affecter des exercices de façon très personnalisée. Donc voilà, j'ai affecté un exercice ou une séance déjà toute prête. J'ai ensuite un tableau de bord qui me permet de voir les résultats instantanés de mes élèves. Dès que moi je leur affecte, les élèves voient leurs exercices, dès qu'ils les valident, ça va remonter dans mon interface une fois que la date que j'avais entrée pendant l'assignation aura été passée. Donc par exemple, voilà, je vais voir rapidement tous mes exercices. Ici, Guillaume, je vois qu'il a un exercice à faire encore, 0 qu'il a déjà commencé, 3 qui ont été réalisés, 3 qui sont en retard. Le temps total qu'il a passé sur un exercice de type entraînement avec un pourcentage de réussite. Voilà, on n'a pas de notes, on a des pourcentages. Et pareil pour l'exercice côté évaluation. Donc, lorsque je clique sur cet élève, on va rentrer de plus en plus profondément dans le détail. Donc, je vais voir son tableau de bord global avec voilà, ce qu'on voit tout à l'heure, le pourcentage de réussite par type d'exercice, l'activité qu'il a eue entre les 3 et les 360 derniers jours, ouvert, réalisé ou temps passé. Sur les dernières séances, le pourcentage de réussite de l'exercice. Ensuite, j'ai le détail par séance. Donc, dans l'exercice de français que j'ai donné, par exemple, si je clique, je vais avoir, bon là, il n'y en a qu'un, mais non, si j'ai fait ça rapidement, je vais avoir le nombre d'exercices qu'il y avait à l'intérieur et à chaque fois, pour chaque type d'exercice, le résultat, le temps qu'il a passé, combien de fois il a essayé de le réaliser. Ensuite, on va avoir le détail des compétences et connaissances selon l'exercice. Bon, là, ça ne remonte pas parce que je n'ai pas fait le bon exercice hier, mais par exemple, si j'avais fait un exercice de conjugaison, on aurait eu, pareil, la maîtrise des différentes compétences et connaissances autour de ces exercices. Et les évaluations cognitives, je vais montrer ça juste après. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'assigner à un élève ou à un groupe d'élèves des exercices au choix ou alors des évaluations qui sont déjà toutes prêtes. Et enfin, la dernière étape, ça va être la possibilité de réaliser des évaluations cognitives, donc qui sont donc pour définir un profil cognitif pour chaque élève, donc autour de fonctions cérébrales comme la mémoire, le langage, l'attention, qui permettent l'acquisition et la restitution des connaissances. Donc, on va pouvoir voir comment, en gros, le cerveau des élèves traite les informations, voir sur quelles tendances ils vont s'appuyer, si c'est plutôt une mémoire visuelle ou une mémoire auditive. Et ça va permettre donc d'adapter votre pédagogie au profil cognitif de chaque élève. Donc, c'est des exercices qui ont été réalisés avec GERIP, qui est un spécialiste dans les solutions d'orthophonie depuis longtemps. Donc, on a développé ça avec eux. Donc, évidemment, l'enseignant va pouvoir aller tester également l'interface d'évaluation cognitive. Donc là, on ne le fait pas par rapport aux classes parce que l'évaluation cognitive, c'est par rapport à l'âge du cerveau. Donc, je vais dire, bah, tiens, moi, je vais faire plutôt une évaluation pour un enfant de 8 ans en multidomaine, donc tout domaine confondu, alors sur un domaine spécifique. Donc, raisonnement logique, langage écrit, langage oral. J'en ouvre une pour vous montrer. Donc, on va voir l'assignation. Hop. Non, c'est pas celle que je voulais montrer, excusez-moi. Je vais rentrer dedans. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, là, par exemple, j'ai la consigne et écoute le mot et clique sur le synonyme correspondant. Donc, voilà, j'ai une grande base d'exercices qui va pouvoir aller travailler ces compétences. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, quand je suis dans mon tableau de bord, une fois que l'élève a réalisé, par exemple, je vais aller voir Guillaume, je crois qu'il en a fait, quand il a réalisé son évaluation cognitive, je vais pouvoir aller voir où mon élève se situe. C'est peut-être pas le bon exemple parce que lui, il n'en avait pas fait, excusez-moi, je vais aller voir un autre élève. Hop. Ah, excusez-moi, je n'ai pas les bons. Bon, en tout cas, ça va vous permettre de situer l'élève entre une moyenne standard et un seuil critique sur le domaine que vous avez souhaité travailler. Donc, perception, attention, mémoire, vision spatiale, oral, écrit, raisonnement logique et compétences transversales. Et la plateforme PEBS va vous fournir des exercices de renforcement ou de développement qui sont spécialement indiqués pour votre élève par rapport aux résultats qu'il aura eu pendant ces séances d'évaluation cognitive. Donc là, j'arrive sur ma base d'exercices déjà préfiltrés, des exercices qui lui permettront de
renforcer ses compétences cognitives. Voilà. Olivier, je ne sais pas combien de temps il me reste. Olivier? Alors, comme d'habitude, je parle micro fermé. Il vous reste 7 minutes, donc on est large. Voilà, on peut prendre le temps. On est large. Le seuil critique dont vous parliez, je commence à poser les questions. Le seuil critique dont vous parliez, c'est un seuil critique qui est défini ex nihilo par la plateforme PEPS, ou c'est un seuil qui peut être défini par l'enseignant? Alors, c'est pas défini par l'enseignant, c'est quand on a les résultats qui remontent, c'est en gros c'est la plateforme GRIP qui nous a fourni pour ces informations par rapport, je vais retourner voir du coup un élève, par rapport aux résultats qui ont été donnés par mon élève, qui se situent dans les réponses attendues, les compétences qu'on devrait avoir à cet âge-là, sur les différents domaines. Donc, c'est comme ça que mon élève va aller se situer. Ah ouais, là, on voit mieux. Donc, par exemple, cet élève-là, au niveau de l'attention, là, on était super bien. Par contre, l'exercice de mémoire, là, j'ai répondu n'importe comment, mais au langage oral, qu'on voit que sur l'âge, par exemple, sur un exercice pour un élève de 8 ans, le langage oral est en deçà de ce qu'il devrait avoir. Et c'est ça qu'on va travailler à renforcer. D'accord. Alors, j'ai une question de Tariq qui pose cette question. Est-ce que ces évaluations cognitives ont la même valeur qu'un bilan d'un orthophoniste, et peuvent déboucher sur un PAP, par exemple? Alors, en fait, nous, ce qu'on suggère, ce qu'on suggère aux enseignants, c'est quand ils peuvent voir qu'il peut y avoir un déficit ou quelque chose un peu mal maîtrisé par un élève, de faire ces évaluations-là, pour ensuite en parler aux parents pour les réorienter par la suite. On ne va pas se substituer à un orthophoniste, mais ça permet de donner vraiment des indices et des pistes pour aider l'élève. D'accord, en fait, ce bilan, entre guillemets, c'est quelque chose dont l'orthophoniste peut se servir pour structurer le travail qu'il va faire avec l'élève. Voilà, c'est un premier aperçu de après, on ne va pas forcément renvoyer vers un orthophoniste si besoin. Après, le cas échéant, bien sûr, il peut récupérer ces informations-là parce qu'on peut les exporter. Mais à moins d'avoir vraiment d'être très en deçà des stats de cet âge-là, ce que je vais vous montrer, c'est que l'enseignant va pouvoir avoir directement des exercices prévus par la plateforme PEPS pour aller renforcer les différents domaines qui ont été moins bien maîtrisés par l'élève. Donc, il y a vraiment différents niveaux après d'utilisation. Ok, oui, Tariq qui ajoute qu'effectivement, dans certaines zones, il y a une vraie pénurie d'orthophonistes, effectivement. Je suis d'accord. Alors, du coup, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Du coup, Tariq, on va poser une question. Donc, bien entendu, je vous pose la même question. C'est ce corpus d'exercices est enrichi d'une manière constante, j'imagine? Non. Là, on était sur à date, c'est un produit qui est fini. Donc, pour celui-là, on n'a pas de mise à jour prévue là. D'accord, ok. À date. Ok. On était conforme au programme, mais pour l'instant, voilà, c'est un produit qui vit comme ça. Alors, Tariq qui effectivement repose une question. Quel est le bureau d'orthophoniste qui a fourni ces tests? Alors, j'imagine que ces tests ou ce bureau est-il agréé ou sont-ils agréés? Enfin, ça doit être le bureau par l'Éducation nationale. Oui. Alors c'est vraiment, oui, ça a été agréé par l'Éducation nationale et c'est vraiment toute l'expertise, parce que c'est pas l'expertise de Belin. Nous, on a vraiment une expertise qui va être l'accompagnement des élèves, les parcours personnalisés, mais pour les évaluations, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment la filiale GRIP qui est spécialiste en solutions numériques pour les troubles de l'apprentissage pour les orthophonistes qui a développé ça. Je ne sais pas si vous connaissez déjà GRIP, mais c'est vraiment leur cœur de métier. Je pense que dans le document... dans le document qu'on enverra aux participants et aux enfants, on va peut-être faire une petite sur cette entité. Je note. Du coup, je me permettrai de vous recontacter après le webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Merci Tariq d'avoir en tout cas posé ces questions.
Certaines personnes qui sont arrivées un peu plus tard et pas au début. Donc, bien entendu, ce webinaire vous sera envoyé via un document, une page PopLab, via courriel, bien entendu, avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez réfléchir et aller un peu plus loin dans la visu de ces solutions. Il y a une question que je n'ai pas posée à Jean et à Gabriel. Est-ce que les solutions que vous proposez, est-ce que vous proposez soit une phase de test limitée dans le temps ou avec un certain nombre de fonctionnalités, ou est-ce que c'est vraiment du sur-mesure avec les personnes qui peuvent vouloir profiter de vos solutions? Alors, les tests, on pourra les codes tests ou les codes de décès, on pourra bien entendu les mettre dans le document de synthèse. Mais voilà, je vous pose la question à tous les deux. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Gabriel, par exemple. Oui, nous, on fournit des tests de 1 mois tout au long de l'année. Après, dans ces échanges spécifiques, et comme là, on est presque fin mai, on propose des essais gratuits jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans souci. Très bien. C'est ce qu'on demande parce qu'on doit créer des accès spécifiques. Donc, si vous faites une demande à LDE, et on s'occupe de ça. Ça, je le note aussi et je le mettrai dans le document. Un accès prof plus 30 élèves. Ah oui, d'accord. Un prof plus 30. Avec tout, du coup, c'est la plateforme dans son intégralité. Jean, est-ce que vous souhaitez également répondre à cette... De notre côté, on propose également la capacité de fournir des codes de démonstration à la demande. Donc là aussi, vous adressez vos demandes à LDE et on fournira un accès personnalisé à la personne qui en fait la demande, avec un profil enseignant et un profil élève, et pour une durée d'1 mois. Très bien. Ok, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous renouvelle mes remerciements. Merci à Jean et à Gabriel de vous être prêtés à cet exercice qui n'est pas évident. Vous en êtes tous les deux brillamment sortis. Donc, merci. Et en plus, voilà, moi, je continue à apprendre des choses à chaque fois que je sais un peu plus sur ces ressources. Ça continue à m'acculturer et à enrichir ma connaissance. Ça me va très bien. Bien entendu, comme vous l'ont dit Jean et Gabriel, nous mettrons tous les éléments de test, de tarification et de détail des ressources dans le document que nous allons vous envoyer à l'issue de nos demandes. Merci à tous. Merci aux participants d'avoir pris le temps d'écouter ces présentations. Et puis, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à répondre aux mails que nous allons vous envoyer. Il y a des klaxons. Et nous sommes bien entendu, que ce soit Jean, Gabriel ou François de Malin, nous sommes bien entendu à votre disposition si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez continuer cette discussion. Donc, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour certains. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.